La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. On dispose de tout ce qu'il faut lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Citation de Sylvain Tesson. C'est extrait de son livre « Dans les forêts de Sibérie ». Et ça tombe bien puisque des forêts de Sibérie, on va en parler avec cette adaptation bande dessinée justement de ce roman. L'auteur, c'est Virgile Dureuil. Et avec cette BD, « Dans les forêts de Sibérie », il signe ici sa première bande dessinée. Alors, je lui ai demandé, Virgile Dureuil, vous venez du monde de la pub, mais vous aimez la poésie. Est-ce que ce ne sont pas deux mondes qui sont un petit peu opposés ? Oui, a priori c'est ce qu'on peut dire, effectivement. Cependant, j'ai eu la chance de travailler autant pour la publicité que pour la communication et j'ai quand même travaillé sur mes débuts en tant qu'illustrateur de publicité se sont passés pour des maisons de sur-mesure masculin, ou notamment la fameuse marque de chaussettes Mes Chaussettes Rouges, qui revendent les chaussettes du pape, dans les années qui ont été créées au moment où j'ai quitté l'école. Donc j'ai eu la chance de faire effectivement de la publicité, mais dans des domaines ou pour des marques, dans des secteurs où la poésie est assez recherchée. Et donc j'ai pas trop souffert, j'ai pu faire 10 ans dans ces secteurs-là sans avoir l'impression d'être trop frustré, trop bridé. Puis j'ai travaillé aussi pour le spectacle, pour des studios qui font des visuels des visuels ou des animations pour des concerts, et en fonction de la sensibilité de l'artiste, on pouvait aussi retomber sur des choses assez qualitatives en termes d'esthétique. Je pense que c'est comme ça que les 10 ans que j'ai passé dans la publicité ou l'animation peuvent se caractériser. C'est que j'ai choisi des clients pour la plupart qui étaient sensibles à la poésie tout de même. Un minimum. Et dans votre parcours, pourquoi est-ce que vous avez choisi la publicité ? Ça a été une chose assez naturelle. Quand j'ai quitté l'école, il a fallu trouver du travail et j'ai eu des propositions par des amis qui ont monté leur boîte, par des connaissances, des personnes qui avaient ensuite entendu parler de mon travail, à la recherche d'illustrateurs, notamment pour le sur-mesure masculin. Voilà, dans les années 2010, il y avait une volonté de revenir aux anciens catalogues, comme ceux du Bon Marché dans les années 40. Il y avait des illustrations, parce que la photographie n'était pas aussi diffusée et diffusable. Donc je suis arrivé sur un bon créneau à ce moment-là où on recherchait les illustrateurs. J'ai commencé à travailler pour Mes Chaussettes Rouges notamment, donc cette fameuse boîte qui travaille qui envoie et qui expédie les chaussettes du pape, et puis qui a créé et développé d'autres marques entre-temps. Et donc ce travail, j'ai une belle médiatisation grâce à Mes Chaussettes Rouges, et ensuite on est parti sur des maisons anciennes et prestigieuses comme De Luca, Sark & Sons, Dormeuil. Ça, j'ai travaillé longtemps pour ces maisons-là, c'était un vrai plaisir. Et ça s'est fait naturellement. Et la bande dessinée, c'est un rêve d'enfant, mais quand il faut se nourrir à Paris, se loger à Paris, on est un peu obligé de réfléchir. Et vous avez dit adieu vraiment au monde de la pub avec cette première bande dessinée, ou bien c'est une parenthèse ? J'espère. J'ai dit adieu. Est-ce que je reviendrai la queue entre les jambes dans quelques années pour renégocier quelques contrats ? C'est possible, mais non. L'idée c'est de décrocher complètement. J'en ai fait 10 ans. Ça m'a bien plu. J'avais envie de quitter le métier sans avoir eu le temps d'en être frustré, d'en être blasé. Et j'attendais la bonne opportunité, par ailleurs, pour rentrer dans le monde de la bande dessinée. J'attendais que la bonne occasion se fasse, que la bonne coopération se fasse. Ça faisait longtemps que je voulais adapter du roman. Je me suis rendu compte que j'étais encore un peu trop jeune pour faire de la scénarisation, enfin en tout cas trop jeune dans ma tête. Et donc voilà, le jour où l'occasion s'est présentée, cette collaboration avec Sylvain Tesson s'est présentée, donc je me suis précipité. Et j'espère rester dans la bande dessinée. Il y a d'autres projets à venir. On est en train de parler de la suite avec Sylvain. Vous dites que vous étiez trop jeune pour de la scénarisation. Ça veut dire qu'un scénariste doit avoir de la bouteille ? Je pense qu'un scénariste, en fonction de ce que l'on veut raconter, je pense que la part du vécu est toujours assez importante. J'ai plutôt le goût pour des choses historiques ou pour des choses
l'univers de Sylvain Tesson, c'est un univers qui est assez profond, qui est assez intellectuel. Je me considère pas comme ayant pour l'instant, en tout cas, l'expérience de vie, le vécu, ou la capacité intellectuelle, les connaissances philosophiques ou des auteurs comme Sylvain Tesson pour créer mes propres histoires. Je pense que ça vaut le coup quand une BD vaut le coup quand on apporte vraiment quelque chose dans l'histoire. Et pour l'instant, je me sens trop jeune, en tout cas dans ma tête, mais ça va changer. Entre temps, j'ai vécu des choses, une belle expérience professionnelle. Je suis devenu père de famille. Il y a des choses qui m'ont formé et je viendrai sûrement au scénario, mais plus tard. Pour le moment, je laisse ça à ceux qui sont meilleurs que moi. Je me concentre sur le dessin. Est-ce qu'une aventure comme celle qui a été vécue par Sylvain Tesson vous tente ? Vous parlez d'expérience. Vous pourriez faire comme lui, partir comme ça en Sibérie ? J'ai eu une bonne jeunesse, les vacances énormément. J'ai vécu pas mal d'été en Creuse ou à Noirmoutier au bord de la mer. J'étais connecté avec la nature. Je fais beaucoup de scoutisme aussi, ça m'a beaucoup formé. Quelques voyages. Pour les plus exotiques, au Cambodge notamment, sur les traces de mon cousin Thomas Gouasque, dans les temples d'Angkor. On avait passé un mois dans un orphelinat avec des amis, ça c'était un truc assez formateur aussi. Je suis plutôt, tout de même, par rapport à Sylvain Tesson, aujourd'hui en tout cas, à l'opposé. C'est pour ça peut-être que ça se passe bien, c'est que nous sommes à l'opposé aujourd'hui. Je suis beaucoup moins bourlingueur que lui. J'ai dû faire peut-être une quinzaine maximum de pays étrangers sur très peu de temps. Et moi, je suis un gros sédentaire. Mon travail me force à être assez sédentaire. Je suis quand même beaucoup sur ma table de travail. J'ai une femme, j'ai 4 enfants. Sylvain Tesson est célibataire et très heureux de l'être. Il a une certaine liberté. Et je suis amoureux de la Normandie où je réside, là où Sylvain a toujours besoin de découvrir. Donc là-dessus, on est assez différents. Donc j'ai un rapport à la nature, par contre, comme Sylvain Tesson. On a ce point commun, c'est qu'on a un rapport à la nature, un respect de la nature, une conscience que quelque chose de supérieur nous chapeaute, une force invisible. Ça, c'est notre point commun. Et puis après, par contre, j'aime l'aventure. J'ai lu des bandes dessinées d'aventure toute ma vie. Je regarde des films d'aventure. Ça, j'ai le goût pour l'aventure en tant que spectateur, ça c'est sûr. Et comment s'est passée cette rencontre entre Sylvain et vous ? Alors, ça s'est passé. L'opportunité s'est présentée parce que j'étais donc dans une période de ma vie où je me disais que j'avais fait le tour de mon métier, j'avais envie de, peut-être une crise de la trentaine, j'ai préféré la vivre de cette manière, changeant légèrement de secteur d'activité. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la bande dessinée, ça faisait longtemps que j'attendais la bonne opportunité, j'avais eu des pistes, il y avait eu des projets qui s'étaient montés, qui n'avaient pas abouti, tout ça, ça fait partie aussi de la formation, de l'expérience qu'on acquiert. Et je m'étais dit, j'ai 30 ans passés, il va falloir que je m'y mette, sinon j'en ferai jamais de la bande dessinée. Et j'avais lu pas mal de bandes dessinées adaptées de romans, je trouvais que c'était pas mal de reprendre une trame, ça permet de travailler avec un scénario sans avoir forcément un scénariste, parce que je suis plutôt assez solitaire dans mon process de travail. Donc ça me plaisait bien d'avoir une belle histoire bien construite en ayant la possibilité de choisir la manière dont ça allait être adapté. Et vu que je considérais les romans de Sylvain comme particulièrement... certains romans de Sylvain, en tout cas particulièrement propres à être adaptés, j'ai contacté mon cousin Thomas Gouasque, qui est photographe, travaille depuis une vingtaine d'années avec Sylvain Tesson, il est son capitaine ad hoc, et Sylvain Tesson est Tintin, bien sûr, et ils ont fait pas mal de voyages, notamment dans ces fameuses forêts de Sibérie où Thomas a été le voir 2 fois pour prendre des photos. Donc Thomas est photographe et Sylvain écrit. Ils ont fait des livres ensemble et je savais que c'était une bonne porte d'entrée, donc j'ai présenté mes planches préparatoires à mon cousin qui a aussi du goût, qui a fait les arts déco, et puis qui est photographe tout simplement, et donc qui m'a mis en relation avec Tesson en me disant je pense que c'est un travail qui mérite d'être vu par Tesson, ça peut lui plaire. Et Sylvain nous a accueillis chez lui, il y a un an maintenant, toujours aussi simplement avec cette attention de ces hôtes qui le caractérisent. Et il a regardé avec attention ce que je lui présentais, il a écouté avec attention ce que je lui proposais, et il a accepté tout de suite. Et puis il a proposé de me mettre en relation avec Casterman. Donc on a été chez Casterman la semaine suivante. C'était parti, le projet a décollé, et on a eu 6 mois pour faire la bande dessinée pour des raisons d'agenda
d'agenda de publication et de sortie. Donc ça a été une course folle, et ce qui était étonnant, c'est que j'ai fait les 6 mois, on a signé le contrat, c'est parti en début février, donc je me suis mis à ma table de travail en février, donc j'ai commencé à travailler le chapitre février. En février, j'ai terminé le 27 juillet, le jour où Sylvain Tesson quitte la Sibérie, dans son roman en tout cas. Donc j'ai fait 6 mois en ermitage, dans mon grenier, à ma table de travail, coupé de mes enfants, mes amis et du soleil. Voilà, mon ermitage à moi, sur les 6 mois exactement, qui correspondait aux 6 mois qu'a passé 10 ans plus tôt Sylvain en Sibérie. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Vous avez été totalement libre d'adapter en bande dessinée son roman, ou bien il y a eu quand même certaines contraintes ? J'ai eu une totale liberté. Sylvain Tesson m'a fait entièrement confiance. C'est ce qu'il m'a dit la fois où on a décidé que le projet se lancerait. Il m'a dit que j'étais le dessinateur, que c'était donc moi qui avais l'idée des images que j'avais envie de mettre en place, et que le travail serait en tout cas différent, si ce n'est moins bon, que si il mettait son grain de sel dedans, qu'il donnait son avis. Les planches que je lui avais montrées en préparation du projet, pour lui soumettre l'idée, il m'a dit ça, j'aurais jamais choisi ce passage-là, et maintenant que je le vois en dessin, avec les dialogues, je me rends compte que oui, c'était une chouette idée. Donc il m'a dit, moi je serais incapable de faire ce travail-là. Je pense qu'il est assez débordé, et qu'il n'avait pas non plus envie de se mettre se rajouter à l'improviste du travail sur les épaules. Et il m'a fait confiance, et là je lui ai tout soumis régulièrement, les refs, les ancrages, les mises en couleur, tout a été, il a souhaité, et j'en étais très heureux d'ailleurs, tout vérifier, tout regarder, tout suivre avec moi. Il m'a fait des remarques, des suggestions, des corrections, notamment sur la couverture. Il s'est beaucoup impliqué sur la couverture. Et quant à Gaëtan, mon éditeur chez Casterman, pareil, il a été là assez précieusement pour me guider sur mon premier livre. Et pareil, il m'a beaucoup de suggestions assez bien vues, puisque c'est son métier. Et à part ça, à part des suggestions, des orientations, maintenant j'ai été tout à fait libre. J'ai travaillé seul dans mon grenier, dans mon grenier qui me sert de bureau. Et j'étais très content d'avoir cette liberté, puisque ça me changeait de la publicité. C'était une des raisons pour lesquelles les visuels de communication, on est toujours, c'est une commande, on est toujours soumis à des règles de couleur, à des règles de politique, des politiques de la boîte, quoi. Donc c'est vrai que c'est le client est roi, et là c'était agréable. Vous parlez de rough, c'est un terme technique, vous pouvez expliquer ce que c'est ? Le rough, c'est le brouillon, c'est le brouillon. C'est un terme anglais qui vient de la publicité. Ça, Gaëtan m'a beaucoup appris concernant le milieu de l'édition. Je lui ai appris quelques termes qui l'ont fait rire à propos de la publicité, le langage publicitaire, et puis ou alors même le langage de l'animation, puisque j'ai une formation d'animateur 2D. Donc effectivement, il y a des termes comme la réhute, par exemple, quand on a des images qui sautent sur un plan, on peut peut-être les réutiliser. Donc ça l'a beaucoup amusé de savoir qu'on pouvait réutiliser des dessins. Et puis le rough, ça veut dire brouillon en anglais. Donc c'est tout le storyboard en fait. Tout le storyboard a été validé, parce que je voulais avancer chaque étape avec la validation de Tesson, et puis de mon éditeur chez Casterman. C'était important. Quand vous avez dessiné cette première bande dessinée, vous aviez un public précis en tête, ou bien vous vous êtes dit, voilà, cette bande dessinée peut être lisible, je dirais, par un public de 7 à 77 ans? On avait un public. Je crois que le pari, on va dire, commercial du livre, c'est qu'effectivement on bénéficie d'une très grande audience avec les lecteurs de Sylvain Tesson, qui est un auteur qui est très reconnu. Mais l'idée, effectivement, j'avais l'ambition de rendre ce livre peut-être accessible à beaucoup plus jeune, un public beaucoup plus jeune. Je pense que Dans les forêts de Sibérie, c'est un livre assez intellectuel. Je pense qu'il faut avoir au moins, je m'avancerais peut-être à dire, mais qu'une bonne quinzaine d'années pour vraiment comprendre tout, même s'il y a plusieurs, à mon avis, niveaux et degrés de lecture en fonction de l'âge qu'on a. Par contre, effectivement, ça c'est une bande dessinée qui peut se lire à partir de 10 ans. Il n'y a pas grand-chose qui peut heurter la morale, donc on peut même descendre en dessous de 10 ans. Après, faut que ça fascine, ça reste quelque chose quand même d'assez littéraire. Mais l'idée c'est d'ouvrir un peu, de faire connaître peut-être Sylvain Tesson à un public essentiellement BD-phile, mais surtout d'ouvrir à plus jeunes des textes de Tesson qui peuvent leur paraître un auteur pas très intéressant quand on a 15 ans.
quand on a 15 ans. Or, le message de Tesson s'adresse aux jeunes générations. Ce sont des leçons de vie sur son rapport au téléphone portable, sur son rapport à la société. C'est un peu trop tard pour quelqu'un qui a 60 ans. Je pense que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, j'en connais quelque chose de la jeune génération, c'est eux qui doivent lire Sylvain Tesson. Donc si cet album peut leur faire mettre un pied dans l'univers de Sylvain Tesson, pour les encourager à lire les romans ensuite, j'adapterai pas tout Sylvain Tesson en bande dessinée, tous les romans ne sont pas adaptables. J'espère continuer sur quelques romans, mais il y en a qui s'y prêteront pas. Donc voilà, si un public plus jeune ou moins littéraire peut se tourner vers Sylvain Tesson par le biais de ce livre, ça ce serait chouette. Ça veut dire qu'il y a un message dans votre bande dessinée ? Oui, on peut dire qu'il y a un message. Simplement, c'est le message de Sylvain Tesson dans son livre, que je ne fais que rendre audible d'une manière différente. C'est le retour à soi à l'intérieur. C'est des thématiques qui sont revenues avec son nouveau livre là, dans La Panthère des Neiges. C'est ne pas oublier qu'on a une vie intérieure, ne pas oublier que le monde autour devient fou et qu'il faut savoir s'en détacher, couper son téléphone. Sylvain Tesson n'a pas de téléphone portable, ce n'est pas une légende. Pour avoir collaboré sur ce livre avec lui, je m'en porte garant, il n'a pas de téléphone portable, je crois qu'il a un ordinateur qu'il doit ouvrir une fois par semaine, il consulte ses mails, il les répond, c'est tout. Il est très peu joignable, il se sort de la frénésie du monde, et effectivement, s'il y a un message à garder de ce livre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une vie intérieure et qu'on a un monde fou à l'intérieur de soi, qu'il faut pas l'oublier, et qu'il est aussi, voire plus important que le monde, que la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des bandes dessinées que vous avez lues qui vous ont marqué ? Alors, des bandes dessinées qui m'ont marqué, en rapport à ce travail-là ou dans ma vie Non, depuis que vous étiez tout petit, quand vous étiez étudiant, est-ce qu'il y en a certaines que vous pouvez dire, cette bande dessinée-là, si je pars sur une île déserte, c'est celle-là que je prends, ou c'est celles trois-là que je prends ? J'ai grandi dans la tradition des grands classiques franco-belges, avec du Astérix, avec du Tintin, avec du Juillard, avec du Blueberry, avec du Thérèse et l'Argowinch, bien sûr. J'en oublie sûrement les Tuniques Bleues, ça j'ai grandi dans ces grands classiques là. Et ensuite je me suis jamais, j'ai eu ma période un peu comics, j'ai beaucoup aimé Hellboy, j'avais beaucoup aimé, j'ai découvert ensuite Corto Maltese, notamment autant ses BD que ses livres d'aquarelle. On oublie souvent qu'il avait une gestion de la lumière, de la couleur qui est assez hallucinante pour quelqu'un qui faisait que du noir et blanc dans ses albums. Ma première référence ça a été Hugo Pratt, Jacobs, Black et Mortimer, bien sûr, ça c'est la base de la base pour tous ceux qui veulent faire du classique. J'ai eu la période aussi où on a eu les Lanfeust. Aujourd'hui, je garde en référence principale Black et Mortimer, c'est quelque chose qui se fait plus trop. Dans ce style-là, et je trouve que c'est pas mal de pas oublier ces grands classiques-là. La ligne claire, c'est ce qu'on voit dans l'album. C'est des choses ça m'a beaucoup influencé, notamment la trilogie de l'Espadon. Ça c'est ma jeunesse, ça. Et après, ce qui m'a marqué plus adulte, sur le principe, il y a eu des belles adaptations, des romans de Raspail par Terpan, et ça, c'est ce qui m'a donné l'idée, de pouvoir faire du roman adapté en bande dessinée. Ça a été un peu le déclic où je me suis dit, c'est peut-être une formule qui serait sympa pour commencer. J'en parlais tout à l'heure. Et ensuite j'oublie toujours, mais j'aime bien Bibès en ce moment. Bastien Bibès, ça, c'est une façon de révolutionner la bande dessinée. Je sais pas si le style se démocratisera, je pense pas. Je pense que c'est né avec lui, ça mourra avec lui, mais il a amené tout est remis en cause. Tout est remis en cause avec ce style Bibès. Ça force à réfléchir. Moi, je serais incapable de partir dans un style comme ça, mais dans Empire notamment, il y avait une dynamique. Alors, il avait fait ça avec Merwen, mais dans Empire, pour l'Empire, ça m'avait. Je m'étais dit qu'on n'avait pas encore tout découvert dans la bande dessinée. Si on n'est pas loin d'avoir tout fait, mais il y a encore des auteurs qui osent des choses. Ça plaît pas à tout le monde, Bibès, je crois, mais en tout cas moi ça m'a plu. Mais voilà, après j'aime autant Bibès autant de plaisir avec Bibès qu'avec Black et Mortimer, qu'avec
Blueberry, ça m'a beaucoup marqué aussi. Mais je suis très classique. Je suis très classique à tout niveau dans ma vie. Donc, globalement, je crois que ceux qui me connaissent le savent. Donc j'aurais plutôt un style, si je puis me permettre, à la Jacobs qu'à la Bibès. Mais je suis curieux de tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect de votre travail de dessinateur que vous appréciez moins ? Un aspect du travail de dessinateur que j'apprécie moins, je pense que non, parce que ce que souvent mes amis, mes confrères peuvent regretter, c'est d'être assez isolé, assez solitaire. C'est un métier assez solitaire. Travailler en équipe s'arrête vite, à moins d'être en collectif. On peut être en collectif ou trouver des open space où on peut travailler ensemble, des cowork, mais je suis un très 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 gros solitaire. Donc ce qui revient souvent du côté solitaire du métier, moi ça me plaît beaucoup. Je pense en partie pour ça que je suis parti vers cette branche-là. J'ai toujours travaillé tout seul, même dans la publicité. J'ai jamais travaillé en agence, j'ai toujours été autonome. J'ai toujours été en freelance à mon compte. Ce qui me manque, c'est vrai que j'avais une formation d'animateur 2D. Donc ça, longtemps, je me suis dit que j'avais rêvé pouvoir... Et ça viendra peut-être, mais travailler sur le rapport à la musique. Je trouve que dans les films, l'image est portée par la musique. Voilà, on peut rester... on pourrait passer des soirées entières à écouter des bandes originales de films qui nous ont marqués. C'est vrai que je ne suis pas du tout musicien, mais de pouvoir allier sur une prod en 2D, par exemple, mon histoire, mon dessin à de la musique, ou mettre en musique, ça ce serait chouette. Ça ce serait chouette quand on travaille j'ai travaillé longtemps avec un studio de production qui travaille pour le spectacle, le concert. Voilà, quand on fait des animations en rythme avec des chansons entraînantes, c'est vrai que c'est un côté magique d'allier le dessin et la musique. C'est vrai que ça c'est un regret, c'est que le dessin, je ne peux pas, pour le moment en tout cas, voilà, un livre traditionnel, je tourne les pages, je ne peux pas choisir la musique que le lecteur va entendre, alors que j'aurais aimé mettre quelques notes de musique d'un instrument sur certaines parties des pages du livre, dans les forêts de Sibérie par exemple. Ça j'aurais aimé. C'est quelque chose que j'aurais aimé, mais les frontières du dessin s'arrêtent au papier. Un jeune... C'est très beau ce que je viens de dire. Un jeune dessinateur qui vient vous trouver, est-ce que vous auriez des conseils à lui donner, ou bien vous lui dites non, trouve-toi un vrai métier ? Je fais d'abord ma propre analyse on va dire du talent de la jeune personne. J'ai souvent des parents qui viennent des gens de mon entourage qui peuvent venir me dire voilà, il aime beaucoup le dessin, ça l'intéresse. Je ne m'arrête là, je ne me pose pas de questions aux parents, on n'est jamais objectif quand on parle de ses enfants, donc j'ai l'occasion, je trouve l'occasion de discuter avec le jeune homme, de lui demander ce qu'il fait, etc., ou la jeune fille, et voilà, je regarde, est-ce qu'il y a vraiment un talent ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est un enfant qui cherche une voie, S'il y a quelque chose, je peux l'orienter, je l'orienterai sur des études de graphisme. Moi, j'ai commencé par là, les études de graphisme, j'ai pas poursuivi, mais c'est un moyen d'exprimer une créativité sans être forcément très bon dessineux. Si je sens rien, par contre, là, tout de suite, je dis non, réfléchis, prends ton temps, passe ton bac, etc. Ça, je fais un peu le conseil du père de famille. Ensuite, si je vois un talent, j'encourage les parents. Ouais, ça m'est arrivé une fois pour l'instant. Il y a une jeune fille qui est très talentueuse, qui je pense dessine mieux que moi au même âge, qui a grandi dans un milieu, en plus ça aussi je vois la différence, qui a grandi dans un milieu, le père travaille dans l'art, la mère est sensible aussi, donc je vois qu'il y a des choses, voilà, les choses n'arrivent pas là par hasard, et c'est une jeune fille à qui je resterai en contact. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, je pense qu'elle peut aller, je pense qu'elle peut en vivre, je pense que ça peut en dessin, alors après elle verra dans quoi elle veut bosser, mais je la garderai pas loin de moi, et puis on va voir la suite. Ouais. Et l'avenir pour vous, c'est quoi ? Une deuxième bande dessinée, aussi une adaptation d'un livre, ou bien vous aimeriez peut-être avec un scénariste ? Alors pour l'instant, moi, je sors enchanté de cette expérience. Le texte de Tesson, dont les qualités d'écrivain sont plus à prouver, et tellement cette qualité de texte est tellement folle que le découpage est un plaisir. On y va, on se sent un peu barbare, mais on y va au cutter, on choisit ce qu'on veut, tout fonctionne, tout coule de source. C'est vraiment d'un tel plaisir que j'ai envie de continuer avec sur la même formule. Il y a encore 2-3 romans de Tesson qui méritent vraiment d'être adaptés en bande dessinée. Et Sylvain est tout à fait d'accord avec ça. On en a discuté
Maintenant que le livre est sorti, maintenant que l'expérience s'est bien passée. Donc voilà, Sylvain est complètement d'accord et Casterman nous dira sûrement ce qu'ils en pensent ces prochains jours quand on aura un peu l'accueil du public, savoir si c'est une formule qui marche. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas se produire. Moi j'aimerais bien continuer. Tesson est un petit peu vraiment épatant pour commencer à le connaître personnellement. Enfin ouais. Il n'y a pas de raison que je parte ailleurs, il n'y a pas de raison que j'aille faire autre chose. Je pense que c'est vraiment la bonne occasion de faire éventuellement ensuite un petit coffret, enfin faire quelques livres dans l'univers de Tesson, ça me plairait bien. Puis ensuite on verra. Là pour le coup ça nous porte à quelques années. Faire mes scénarios moi-même, pourquoi pas un jour. Je connais des scénaristes avec qui j'avais commencé des collaborations. Pareil, j'aimerais beaucoup travailler avec eux maintenant que j'ai le pied dans le métier, j'ai vraiment la tête à ça. Je me suis dit, j'ai dit au revoir à mes clients, donc à la plupart de mes clients, donc je suis ouvert à tout un tas de possibilités, mais j'avoue que faire mon scénario moi-même, je le ferai sûrement un jour, mais je me rends compte que je vais encore attendre de vivre encore un peu, avoir quelques enfants de plus, pour quelques leçons de vie en plus, et puis après je m'y mettrai un jour. Non, mais là c'est très agréable d'être porté par le texte de Tesson, c'est tellement chouette que j'ai vraiment très envie d'en refaire encore un ou deux albums, et puis si Casterman est partant, bien sûr, mais ça pourrait être une belle aventure. Merci à vous, Virgile Dureuil, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre première bande dessinée, Dans les forêts de Sibérie, paru chez Casterman. Alors, avant de vous lâcher, vous les auditeurs, j'ai toujours 2-3 petites choses à vous demander. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager et à dire à vos amis de l'écouter. Partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud, c'est tous les autres que vous connaissez sûrement mieux que moi. Abonnez-vous aussi au podcast, comme ça vous serez au courant avant tout le monde de la publication de la prochaine interview d'Eric Cooper. Laissez-nous aussi un petit commentaire sympa, sachez que ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous laisse. Que la force soit avec vous. Et puis, à très bientôt. Ça y est, c'est fini.